À notre émission de la semaine, nous parlons de patrimoine mosaïque. On parle ici en fait d'une manière de vivre, une façon de vivre ensemble. On parle ici de la promotion de la diversité canadienne. Nous aurons donc deux personnalités qui sont avec nous à l'émission. En deuxième partie, madame, monsieur, nous sommes allés faire un tour à Ville-la-Salle. Oh là là, pour moi, ça faisait longtemps que je ne suis pas allé dans ce coin-là. Près de Champlain. Ça vous dit quelque chose? Près de Champlain, dans ce coin-là, boulevard La Salle. Il y avait un spectacle, madame, monsieur, un spectacle. On parle ici de musique gospel. Il pleuvait à l'extérieur, une petite pluie fine. Mais quand on est arrivé là-dedans, le feu qu'il y avait là-dedans, l'émotion et les voix, surtout, en fait, j'en dis pas plus. Donc, on vous présente ce soir la première partie de notre reportage sur la musique gospel, ici même à Montréal. Voilà le contenu de l'émission. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Et nous voilà de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. C'est encore une fois un grand plaisir de vous avoir à l'émission. Aujourd'hui, nous recevons les membres du patrimoine mosaïque. La dame, madame Hernandez, était déjà venue ici, elle m'a souligné déjà à la télévision, donc c'est pas sa première fois. Et donc, bonjour, comment ça va? Ça va bien, monsieur Ngaka. C'est un plaisir de vous avoir encore une fois à notre émission et je vois que vous êtes accompagné. Oui, merci de nous recevoir. Oui, je suis accompagnée de Julien Kapovi. Bonjour, monsieur. Bonjour, Henri. Et vous, vous êtes... Alors, moi, je suis Julien Kapovi, comme elle a dit. Bien et sûr. Je suis directeur des opérations de l'association Action Diaspora et partenaire de Patrimoine Mosaïque, bien sûr. Association Action Diaspora. Diaspora. Et vous êtes partenaire donc de Patrimoine Mosaïque. Avec juste nous souligner un petit peu votre organisme. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Action Diaspora, c'est un organisme communautaire déjà, qui a un conseil d'administration et également un comité consultatif. Et nous œuvrons surtout, en ce moment, nous travaillons sur un programme qu'on appelle Diaspora, Conseil et Orientation. Comme vous le savez, dans les années à venir, le Canada a besoin de beaucoup de gens, beaucoup d'immigrants, encore une fois. Donc, actuellement, excusez-moi, il y a beaucoup, je vais dire le mot, déchets dans le processus. Et nous, on s'est aperçu que c'est le moment, en fait, d'aller à la base pour expliquer à tous ces gens-là qui veulent venir au Canada de prendre le chemin normal au lieu de passer par le chemin Rossan ou les forêts de Brésil pour pouvoir venir aux États-Unis et après venir au Canada, y compris la Méditerranée. Donc, en faisant ça, en fait, on lutte en même temps contre l'immigration clandestine parce que c'est un enjeu réel dans la sous-région du Sahara africaine. Donc, on a commencé à travailler sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les jeunes, les travailleurs, tous ceux-là qui veulent venir ici à prendre le chemin normal pour venir ici. Quand on dit ici, au Canada. Au Canada, bien sûr. Québec. D'accord. Mais dites-moi, pourquoi cette association avec Patrimoine Mosaïque? Alors, parce qu'il y a toujours l'intégration multiculturelle, parce que les gens qui viennent au Canada, le Canada, c'est une mosaïque. Alors, les gens, ils viennent de partout. Oui. C'est une association qui est ouverte à tout le monde entier. Ce n'est pas juste les Noirs. Il y a des Ukrainiens, il y a des Russes, il y a des Africains, il y a des gens qui sont en France, il y a des gens qui sont aux États-Unis, il y a des gens qui sont à Dubaï, qui ont de sérieux problèmes d'immigration. D'accord. On va aller avec vous, Madame Hernandez, la patronne. Ce n'est pas la première fois que nous vous recevons à l'émission. Encore une fois, je le souligne, c'est un plaisir et un honneur de vous recevoir. On va juste rappeler à notre grand public Patrimoine Mosaïque. De quoi parle-t-on? Patrimoine Mosaïque, c'est un programme de l'Institut ludopédagogique du Québec et de Artum. Artum, c'est un organisme qui est, on va dire, sous la tutelle de l'Institut ludopédagogique du Québec. Artum s'occupe des arts et de la culture. D'accord. Et depuis l'année dernière, 2022, le gouvernement fédéral nous a accompagnés avec des fonds pour qu'on lutte contre le racisme et la discrimination, mais à travers les arts et la culture. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de véhiculer les éléments les plus significatifs de chaque culture, de chaque communauté qui habite au Canada. J'ai bien compris ici les éléments les plus significatifs. Ouais. Je retiens comme
comme la langue, comme la religion, comme des signes religieux, ça peut être vestimentaire, ça peut être des coutumes, l'alimentation, la façon de manger, et aussi les coutumes, mais ça peut être des symboles aussi. Oui. C'est beaucoup de travail, ça. Hein? Oui, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de psychologie, ça. Il y a beaucoup de recherches aussi. J'ai entendu le mot ludo. Ludo, Oui. j'aime bien retenir. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, la ludopédagogie, c'est l'apprentissage par les jeux. Donc nous faisons des recherches parce que notre principale mission, c'est d'accompagner l'apprentissage humain à toutes les étapes de la vie. Donc nous faisons des recherches pour savoir comment le cerveau apprend, comment aider les gens à apprendre plus facilement, comment renforcer les fonctions cognitives. Et récemment, on vient de finir un programme qu'on est en train de le mettre sur le marché qui s'appelle Emotion Ergo-Sun et les compétences du XXIe siècle. Donc on sait que les compétences qui étaient nécessaires quand nous avons été à l'école et celles qui sont nécessaires aujourd'hui sur le marché du travail ne sont pas les mêmes. Donc, on a besoin aujourd'hui de renforcer l'attention, de renforcer les fonctions exécutives, l'intelligence émotionnelle. Vous parlez de l'intelligence émotionnelle. Je vais revenir à vous tantôt, mais madame est très, très intéressante par le contenu de ce qu'elle raconte. Et ça me motive un petit peu. On veut comprendre certaines choses. L'intelligence. Vous avez parlé de notre époque, nos époques à nous. Moi, je me rappelle des années 60, 70, 80, tout ce que vous voulez. Et j'ai appris depuis mon pays, le Congo, depuis l'Afrique, en passant par l'Europe, ici, tout ça, que l'intelligence est très important. Toujours cette phrase-là, on est intelligent ou bien on ne l'est pas. Nous sommes stupides ou on est très intelligent ou pas. Sauf qu'il y a une chose qui m'a toujours frappé. Au niveau des écoles, en classe, il y avait des élèves qui étaient lents, qui étaient distraits, mais je dirais plutôt lents. Oublions la distraction, qui sont lents à saisir ce que le professeur dit et raconte. Moi, j'ai eu ce problème en mathématiques. J'ai eu un certain blocage. Et donc, ça m'emmerdait d'écouter ce qui... En fait. Et j'avais cette impression que j'étais stupide. Et j'en étais convaincu en mathématiques, entre autres. J'étais peut-être bon dans d'autres domaines, mais dans ce domaine-là. En parlant avec d'autres personnes plus tard, lorsqu'on est vieux, il y en a qui ont été marqués, disent, mais écoutez, moi, je me croyais stupide parce que j'étais lent. Tous les travaux que je faisais, ça me prenait du temps pour le faire. Dans mon cas, moi, j'avais pas de problème. Sur certaines matières, j'allais rapidement, pas de problème. Mais les maths, j'aimais pas. Et j'ai remarqué que beaucoup sont comme moi. Et de là, ma question. La lenteur chez l'élève aujourd'hui, est-ce que c'est un défaut? Est-ce que être lent parce que je veux que des jeunes qui nous suivent comprennent. Est-ce que être lent dans l'apprentissage d'une matière ou dans la compréhension de ce qu'un professeur raconte devant, est-ce qu'on est niaiseux pour ça? Est-ce qu'on est stupide pour ça? Ou bien c'est simplement qu'aujourd'hui, on a des méthodes qui font qu'on peut régler ce problème? Je m'arrête là. Évidemment, on a aujourd'hui des méthodes qu'on peut régler ce problème. Mais, à mon avis, ce n'est pas un problème. C'est parce que l'être humain est différent. Moi, je dirais que c'est une spécialisation du cerveau. Tous les cerveaux ne sont pas égaux. Donc, il y a des personnes qui apprennent plus visuel et il y a des personnes qui apprennent plus par la logique. La logique, d'où en fait les mathématiques, c'est ça? Donc, chacun a sa façon d'apprendre et il faut comprendre, se connaître et remarquer qu'est-ce qui nous aide dans notre apprentissage. D'accord, mais comment faire pour se connaître? Lorsque vous me dites que vous recevez des gens d'un peu partout, qui ont ce besoin de pouvoir venir s'installer ici, le Canada est perçu, enfin, je crois que vous le savez, comme l'un des pays les plus extraordinaires au monde. Il n'y a qu'à voir les ambassades canadiennes. Les gens font la queue. Il y a des demandes incroyables. Dites-moi, comment expliquer à notre public qui nous suit aujourd'hui? Tout à l'heure, vous parliez du fait que vous cherchez à, comment dirais-je, à conscientiser un petit peu ce monde. Le besoin est tellement criant. On veut venir ici parce que ça va mal dans le monde. Et les jeunes prennent des moyens, même pas les jeunes, tout le monde, on prend des moyens. Moi, j'ai appris même qu'il y a des gens qui partent de l'Afrique, qui vont vers l'Amérique latine, qui vont vers d'autres pays autres pour finalement traverser toute l'Amérique, traverser les États-Unis et finalement arriver aux frontières canadiennes. Alors quand vous leur dites, écoutez, ne faites pas ça, mais savez-vous, il y en a parmi eux qui ont vendu leur maison, leur voiture en Afrique. Je vais vous raconter une histoire.
avant-hier, j'ai eu quelqu'un qui vient du Congo qui a dépensé pratiquement 15 000 $. Il a fait un visa étudiant. Il a tout fait. Il a payé l'université de Regina. Ça, c'est les choses qu'on écoute tous les jours. Hein. Les gens nous appellent pour ça. Il est arrivé en Belgique. Il a eu tout, hein, tout son visa, tout. Il arrive en Belgique. On lui pose des questions. Chez qui vous allez? Il était incapable de répondre. Chez qui il va? À partir de là, l'agent qui lui pose la question se sent perturbé. Donc, il pousse la question. Ce monsieur a été retourné. Il a dormi à l'aéroport. Le lendemain, on l'a retourné en Afrique. Il vient de dépenser 15 000 $ à payer les frais d'études à l'université Regina, plus de 4 000 $ de dépôt, les frais de dossier, et on le ramène maintenant au Congo. Il déprime dans son village. Son frère aux États-Unis, c'est lui qui a dépensé tous les sous. Nous ne connaissons pas l'agence qui a fait les dossiers. L'agence se trouve au Congo. pourquoi il nous a contactés? Parce que moi, je fais souvent du live sur TikTok. Et je peux vous assurer qu'on est malade pour ça parce qu'on attend des choses. Il y a beaucoup de fake news. Donc les gens vendent des rêves pour leurs citoyens, leurs compatriotes, et les gens prennent des mauvaises décisions. Par exemple, celui qui a fait le dossier de ce monsieur devrait prendre le temps de bien lui expliquer les choses. Quand tu viens à l'aéroport, on ne répond pas n'importe comment. Tu sais où tu vas, tu as l'adresse, tu as tout. Donc fais attention. Est-ce que c'est lui qui est en tort? Est-ce que c'est l'agent qui est en tort? À l'heure où je vous parle, je ne sais pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, moi je dois faire un travail avec lui cette semaine. On va identifier un peu les raisons. Il a identifié les raisons. Et c'est là où le bas blesse, l'apprentissage. Il est allé en ligne. Tout se fait en ligne aujourd'hui. Mais croyez-vous que la majorité des Africains ont du mal à aller en ligne pour faire leur dossier? Donc, on n'a pas pris en compte ces enjeux-là. C'est-à-dire l'infrastructure convenable pour faire ses propres dossiers en ligne de façon réglementaire. Il y a ça déjà. Et après, il y a aussi l'apprentissage de l'utilisateur, l'expérience utilisateur. Est-ce que les gens sont formés pour pouvoir bien naviguer en ligne? Parce que quand ce monsieur a été retourné au Congo, il pouvait juste prendre son ordinateur, aller sur Internet et rajouter les documents que l'immigration lui a demandé. Il est allé sur son ordinateur, il est allé prendre l'email de l'immigration qu'il avait reçu au début pour envoyer les dossiers qu'on a demandés. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut rentrer dans ton système, télécharger les documents, et si ça ne marche pas, tu fais tout possible pour avoir quelqu'un pour expliquer ton enjeu. Normalement, s'il m'avait contacté avant, moi j'ai travaillé comme attaché politique dans les bureaux des députés. Donc nous faisons beaucoup de suivi pour les gens qui ont des cas d'immigration compliqués. Donc par cette expérience, j'ai noué des liens un peu avec certains bureaux des députés. Donc je peux faire un suivi auprès des bureaux des députés pour pouvoir compléter, par exemple, ce document que ce jeune homme devrait envoyer, compléter rapidement au service immigration pour qu'on puisse lui permettre d'accéder à son projet d'avenir. Parce que 15 000 $, je me demande, si moi qui vous parle, vous me donnez 15 000 $ aujourd'hui, je peux aller investir en Afrique. Je n'ai pas besoin de venir ici pour quoi que ce soit. C'est énorme comme budget. Avec 15 000 $, on peut investir, on peut faire un business là. Je vais investir pour venir étudier. Je vous remercie de ce témoignage. Je vais revenir à vous, Madame Hernandez. Oui. Vous l'avez entendu, vous travaillez ensemble. Oui, bon, moi, ce que je voudrais, pour les bénéfices de vos spectateurs, c'est de dire que Action Diaspora, nous faisons un travail ensemble, mais c'est deux organismes différents. D'accord. Et on a comme ça 25 organismes qui ont parti l'Observatoire canadien du vivre ensemble. Donc ces 25 organismes, il y a des centres communautaires, il y a des Canal M, qui est aussi une web TV, il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent de l'immigration. Il y a une panoplie d'organismes et on continue à intégrer dans ces bases de 25. Chaque jour, on rajoute, je dis 25 parce que c'est les fondateurs. Mais
tous les jours, on invite des organismes à s'intégrer. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'égalité, la diversité et l'inclusion. Nous, c'est ça l'objectif des patrimoines mosaïques. Faire l'égalité, la diversité et l'inclusion à travers les arts et la culture, à travers la connaissance de l'autre. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Votre oui, expérience? oui, ça marche. Ça Depuis marche. quand même plusieurs années là, que vous êtes là. Oui, parce qu'on fait des rencontres multiculturelles. Et par exemple, nous utilisons cette année beaucoup les restaurants tibétains. Les restaurants tibétains? Hommes, qui se trouvent à côté des Nuits d'Afrique, vous devez les connaître très bien. Oui. Et comme la culture tibétaine n'est pas très connue, et on a fêté par exemple l'année, comment ça s'appelle? Le mois de l'histoire des Noirs. Les mois de l'histoire des Noirs. On a fêté aussi la nouvelle année chinoise. Yes. Et on va fêter le patrimoine hispanique. Oui, au mois d'octobre, les mois du patrimoine hispanique. Chaque mois, on a des événements. On a des conférences, et tout ça pour rapprocher les gens. On a des expositions virtuelles. On a une salle d'exposition virtuelle où les artistes peuvent exposer, où on expose par thématique. On prend un sujet, Première Nation par exemple, où on prend les symboles canadiens, où on prend chaque mois, on change les sujets. Je vais devoir vous interrompre pour quelques minutes. On va revenir, madame, monsieur, si vous permettez. On prend une petite pause et on revient après donc cette pause publicitaire. Et nous voilà de retour, madame, monsieur, à notre magazine télévisé Ça va causer aujourd'hui. Nous parlons de patrimoine mosaïque. J'étais avec vous, madame Hernandez, et je reviens encore une fois sur l'élément de l'apprentissage. L'apprentissage pour nous qui venons des pays d'ailleurs, nous qui devons nous intégrer quelque part, comment ça se passe dans votre domaine comme tel? Bon, nous, on utilise 3 éléments principaux pour développer nos programmes. Les neurosciences, la sémiotique et la ludopédagogie. OK. Donc, éclairez-nous. Donc, dans les neurosciences, on prend toutes les recherches les plus récentes, parce que la neuroscience, dans les 5 dernières années, ça s'est développé les plus grandes connaissances, 80% des connaissances en neurosciences, c'est issu des 5 dernières années de recherche. Donc, nous mettons ces recherches au profit de l'apprentissage. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'un élève qui est courbé en classe, il va avoir de la difficulté à retenir. Il faut qu'il doit avoir une bonne posture. Ah bon? La posture est reliée à l'attention. Ah bon? La posture. La posture. Et dites-moi, ça a été prouvé par quoi? Quelle recherche scientifique qui peut avoir carrément démontré ça? Il y a beaucoup de recherches de Harvard, il y a de l'Institut... comment ça s'appelle? La neuroscience s'étudie à l'université. Ah bon? C'est des outils, reliés au cerveau. Et donc la posture devient un élément pertinent, très important. Il y a une chercheuse qui s'appelle Nazareth Castellanos, qui est une Espagnole, et elle a fait beaucoup d'études dans ce sens. Alors, elle a étudié beaucoup, par exemple, la respiration, la méditation et son incidence sur l'attention, sur les émotions. C'est pour ça qu'on parle aussi d'intelligence émotionnelle, parce qu'aujourd'hui, autant dans les milieux de travail que dans les milieux universitaires, on sait qu'on ne peut pas avoir un apprentissage optimal si on ne maîtrise pas ses émotions. Il faut bien gérer ses émotions aussi pour être un bon étudiant. Parce que c'est bien connu qu'un étudiant qui est stressé à l'heure de l'examen va avoir un peu de problème à réussir ses tests. Moi j'avais toujours cru, et là c'est encore personnel, là c'est moi, je ne suis pas scientifique ni rien, je suis une personne bien ordinaire, mais moi j'avais toujours cru que le stress était un élément naturel, normal même, durant une période d'examen ou même durant en fait, l'examen comme tel, parce que l'étudiant est tout à fait conscient qu'on est en train de vérifier ses connaissances. L'examen, c'est la période où le professeur vous a transmis une certaine matière, on vous a transmis des éléments qui vous permettent de pouvoir avancer, de faire des recherches, d'aller lire et tout. Mais là, à l'examen, les questions sont très précises. L'université ou l'école est là pour vérifier si vous avez bien compris.
la matière qui a été enseignée. Donc, normalement, l'élève qui est bien préparé, soit qui s'est pratiqué, soit qui a lu, qui s'est pratiqué, selon moi, évidemment, quand tu arrives à l'examen, bon, c'est normal qu'on soit stressé parce qu'on sait qu'on va vérifier. Mais s'il connaît sa matière naturellement, il me semble que le stress part. S'il ne connaît pas sa matière, c'est en ce moment-là qu'il commence à se gratter la tête et commencer à se tourner, à chercher, parce que nous l'avons tous fait à l'université. On l'a tous fait. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, je dis que le stress est naturel, certes, oui. Mais le stress doit être dosé, parce que quand ça dépasse un certain niveau, au début, le stress nous réveille, nous met en alerte, nous aide à résoudre un problème. Mais si cet stress est prolongé, ça a une incidence très négative sur le cerveau. Vous recevez de nombreux Africains, même des gens de partout. Je ne veux pas seulement mettre l'accent sur l'Afrique comme tel, puisqu'on parle ici de monsieur tout le monde. Bien sûr. Comment est-ce que vous vivez en fait ces éléments-là? On reçoit également des gens qui viennent d'ici déjà. D'ici déjà? Déjà, ils sont ici, ils sont sur le territoire canadien, mais néanmoins, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Comme par exemple des gens qui sont venus ici avec travailleurs, et en cours de chemin, les gens par exemple, je vais vous donner encore un témoignage d'une dame qui ne savait pas du tout, elle travaille dans un CHSLD, et normalement, quand tu travailles dans ces structures ici au Québec, c'est pas comme chez nous où, même quand tu es femme, tu es garçon, tu peux sortir avec ton collègue, on s'en fout, on ne regarde pas ça. Mais ici, quand tu travailles dans un lieu comme chez les aînés, il y a des règles à respecter, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, des situations comme ça, après les citoyens sont laissés pour compte, ils se retrouvent sans job, sans papier. Parce que la loi n'a pas permis. Par exemple, je recrute quelqu'un, je dois faire une année avant de renouveler mon permis, mon statut par exemple. Mais entre-temps, la compagnie ferme. Qu'est-ce qu'on fait? Je viens de perdre mon statut et je demande à renouveler le statut, ça devient compliqué. Donc, alors je vous parle, j'ai plein de gens, par exemple, qui avaient un statut. Il y a des gens qui sont ici depuis 14 ans, qui sont des étudiants, qui ont trouvé du travail. Le fait juste de renouveler leur statut, de refaire leur statut, ils sont bloqués. Pas des situations qu'on ne peut pas comprendre. Donc ces gens, qu'est-ce que nous on fait? Ou bien ils retournent voir leur avocat, ça leur coûte immensément cher pour pouvoir rétablir leur statut, ou bien clairement, et ils n'étaient pas informés sur ça. Ou bien clairement, nous on les envoie vers les bureaux des députés, des élus, pour que les élus, aussi bien au niveau de la province, si c'est des enjeux qui touchent la province de Québec, par exemple, ils vont aller voir les élus, les députés de leur comté, mais quand c'est vraiment le visa, là c'est le fédéral. Là, c'est le fédéral. C'est la même chose qui se passe dans les bureaux des députés. Par exemple, si vous allez dans les bureaux des députés, c'est des gens qui traitent des cas d'immigration plus que tous les autres sujets dans les bureaux. Il y a plus de cas de dossiers d'immigration dans les bureaux des députés plus que tout autre cas. Donc, une partie de ces tâches, en fait, est faite par l'association. La même chose qu'ils font, nous le faisons aussi pour aider les gens à mieux comprendre les programmes d'immigration. Tout à l'heure, vous avez parlé, et je vais poser ma question ici à Mme Hernandez, vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous conseillez, vous recommandiez via les réseaux sociaux aux personnes qui partent soit de l'Afrique ou autre, bon, de ne pas utiliser ces méthodes-là, de ne pas passer par, comment dirais-je, cet endroit qui était connu, que les deux gouvernements ont dû fermer. Mais moi, ici, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous mettez-vous à leur place? Est-ce que... comment est-ce que, je veux dire, les gens réagissent? Vous êtes en contact certainement avec ces gens-là. Comment est-ce qu'ils réagissent quand ils entendent ça, qu'ici, le gouvernement a d'abord fermé, et puis vous leur dites, écoutez, ne venez pas par ce canal-là, mais comment les aider? Est-ce qu'il y a d'autres propositions que vous leur faites pour justement les pousser à aller vers les voies normales? Oui, nous les orientons parce qu'actuellement, il y a beaucoup de catégories d'immigration. Avant, il y avait comme 7 catégories. Aujourd'hui, il y a comme une vingtaine de catégories. Qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'il y a une forte demande. Mais les changements des perspectives du gouvernement, c'est le gouvernement qui ouvre ou ferme la porte, tout simplement. Bien sûr, oui. Donc, c'est le gouvernement qui est ouvert
à s'adapter à différentes catégories de personnes qui veulent venir au Canada. Mais dites-moi, pouvez-vous nous expliquer aux téléspectateurs montréalais, canadiens, québécois surtout, qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe subitement? Pourquoi le monde s'intéresse-t-il autant à venir ici? Ils ne peuvent pas aller ailleurs. Parce que certains se disent, pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? Qu'est-ce qui les attire autant? Ma question va peut-être vous paraître bête, non, mais je la pose directement. Bon, d'abord, le Canada a un prestige sur la scène internationale. Il est vraiment réel, ce prestige? Oui. Oui? Oui. Ah bon? Ah ouais. Oui, d'abord comme étant un pays pacifique, où il n'y a pas de violence, il n'y a pas les tueries, bon, normalement, disons, en général, parce que récemment on en a eu, mais beaucoup moins, on ne peut pas comparer avec les États-Unis. Bien sûr. Et il n'y a pas ce racisme ouvert qui existe aux États-Unis contre les Noirs, contre les Latinos. Même si certains experts ici parlent quand même de racisme systémique, de plus en plus. Il y a eu même des recherches qui ont été faites par rapport à ça. Bien sûr, on ne veut pas nier ça, mais on sait que c'est moins significatif que ce qui existe aux États-Unis. Donc ce sont ces éléments-là qui expliquent l'intérêt. La qualité de vie. Et actuellement, il y a beaucoup de programmes, par exemple, qui sont ouverts, par exemple, même les visiteurs qui sont ici aujourd'hui au Canada, si ils arrivent à... C'est ouvert, hein, c'est la loi, c'est la règle. Un touriste donc, un touriste qui vient ici avec un visa touriste. Exactement, il peut ouvrir un compte bancaire, il peut aller chercher du travail. S'il a la chance de tomber sur... Un touriste peut aller chercher du travail? S'il trouve du travail, par exemple, chez une entreprise qui est qualifiée, c'est-à-dire une entreprise qui a déjà validé son offre d'emploi et qui a expliqué, qui a démontré au gouvernement qu'il a cherché ici, qu'il n'a pas trouvé. Parce que ces offres-là sont d'abord étudiées par le gouvernement et maintenant publiées sur le site du gouvernement. Par exemple, quelqu'un qui veut venir ici, qu'est-ce que nous on fait? On sait que le besoin est là. Le Canada même a ouvert la porte. Quel besoin? Besoin de travail. Le besoin d'aller travailler, par exemple, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'informatique, surtout la santé. En ce moment, ils embauchent beaucoup. Les infirmières. Là, on parle des enseignants. On parle des enseignants. Médecins Ce aussi. que nous faisons, on prépare les gens à constituer leur dossier. On les prépare. Parce que pour le faire, il faut faire un CV, il faut faire un curriculum vitae, il faut évaluer ses diplômes, il faut faire des tests de langue, même si tu as une maîtrise. Donc, déjà, si tu enlèves cette perspective et tu as un bon projet, ça te réduit au moins les stress. Tu as déjà certains documents précis. Et toi-même, tu peux t'asseoir sur ton ordinateur et faire une demande. Si c'est refusé, ce que nous on fait, on t'a déjà aidé, assisté à dessiner ton profil. Parce que l'éducation que nous recevons en Afrique n'est pas une éducation qui oriente les gens pour aller travailler. Pratico-pratique. Réel. Donc, mais dites-moi, quand vous me dites ça, moi, ça me fait mal. Hein. Je vous dis, il y a plein de téléspectateurs africains, alors on est nombreux, on se dit, mais quoi? Donc, tout ce qu'on nous a appris là, la manière dont on nous a appris ça, permettez-moi, madame, d'exploser d'une certaine façon, chez nous, c'était carrément du par cœur, et vous le savez. Il fallait étudier. Tu étudies, mais tu t'enfermes dans la chaleur, là. Les amis s'amusent dehors, toi, tu dois étudier. Parce que tu reproduis textuellement ce que le professeur a écrit au tableau. Donc, on apprend du par cœur. On ne nous a pas formés à réfléchir rapidement. Ici, c'est l'inverse. C'est l'inverse, totalement. Donc, ça veut dire que ce qu'on a appris là, c'était pas bon. Et là, tu dois les orienter, adapter, à réorienter leur formation. C'est-à-dire, on les conseille même, on les oriente à faire des formations. Tu peux avoir une maîtrise aujourd'hui. Nous, on va regarder ton profil, on va t'aider à regarder bien les choses dans la réalité. Pourquoi ne pas revenir, par exemple, au collège, aller renforcer tes capacités par une formation concrète et avoir un travail à la fin de tes études. Est-ce que l'orgueil, souvent... les gens sont heureux quand on leur fait ça. Ils sont heureux? Bien sûr. Et ils comprennent la réalité. Ils comprennent que, ouais, c'est vrai. Et puis, c'est que... Ils ne sont pas blessés? Ils ne voient pas ça comme une forme de racisme? Au début, comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous a rendu malades. Hein, parce que quand tu vas en ligne, et puis même les gens qui n'ont pas fait de recherche sont obligés de te dire certaines choses. Des fois, tu le prends personnel. C'est la gestion des émotions. Ça touche beaucoup, comme la diffamation également. Hein, comme la diffamation ou des fake news. Ou bien des gens, tu vas dire quelque chose, quelqu'un va te contredire, mais sans preuve. C'est-à-dire, comme si, par exemple, on va te dire, une entreprise peut te faire venir ici, gratuit, c'est-à-dire, il va venir te chercher pour travailler pour lui, il va tout payer pour toi. Alors que dans la réalité, ce n'est pas comme ça se passe. C'est toute une démarche. C'est toute une démarche. Il faut leur expliquer les démarches. Quand tu expliques les démarches, ils comprennent. Maintenant, ceux qui veulent venir ici vraiment et qui n'ont aucune possibilité, ce que nous faisons avec nos membres, parce que pour que nous puissions t'aider, tu deviens d'abord membre de notre association. On va t'aider pour que tu puisses aider d'autres personnes aussi plus tard. Donc, quand ils viennent
quand ça arrive qu'on doit les aider, par exemple, à faire leur propre dossier, il faut que la personne même puisse aider d'autres personnes à faire son propre dossier. Ainsi de suite. Dites-moi, Madame Hernandez, Oui. je me fais l'avocat du diable. Il y a de cela quelques années, j'étais à l'université, comme beaucoup parmi nous, par les années 89, 90, j'aurais déjà fini, mais un petit peu avant. Puis en discutant comme ça avec les collègues à la cafétéria de l'université, on était là en train d'échanger souvent, et puis certains, on parlait de don d'immigration déjà dans ce temps-là. Et j'ai entendu ce que je vais vous dire ici. Certains disaient, bah, écoutez, dans le choix éventuellement à venir, ils vont avoir besoin des nouveaux immigrants. Ça, on le savait. Mais ils disaient, voilà, la sélection est faite de manière bizarre. Ils veulent le blanchissement de la population. Ils ne veulent pas la noircir. Donc, on va chercher les petits Africains noirs très peu. On va surtout vers le Maghreb, ça ne veut pas très peur, mais on va vers l'Europe surtout. Et la Belgique, tous ces pays-là qui ont des problèmes économiques graves, hop là, on les fait venir. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est carrément des fake news? On peut dire que c'est maintenant que la loi est en train de changer. Les règles changent un peu depuis que le Québec a orienté son système d'immigration vers les francophones. L'Afrique sahélienne était vraiment, comment on dit, c'est-à-dire on n'a pas été pris en compte. Pourquoi? Moi, ça doit être une opinion, parce que je ne sais pas pourquoi les politiques font ça. Je fais synthétique parce que je veux que madame aussi réponde. Il va répondre, c'est une opinion. Je viens du monde politique, j'ai travaillé 4 ans pour les députés. Je pense que fondamentalement, il nous manque des choses. Fondamentalement. En termes de technique, de praticabilité, comme ce que je viens de dire, nos formations ne sont pas adaptées. Nos formations ne sont pas adaptées. Nous sommes dans une forme de formation, comme vous avez dit, par cœur. Et combien de recherches vous avez fait? On a fait l'Université de Montréal. Vous savez très bien combien de livres nous on a lus, non? Les méthodologies de recherche. Il faut aller en ligne, savoir faire des recherches, aller chercher des revues scientifiques pour pouvoir expliquer certaines choses. On n'a pas cette attitude. Je vous dis, nous, on assiste des gens à faire leur CV. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire parce que ça me prend tellement... Ça me prend du temps. Donc, on a des conseillers. Je vais envoyer... Okay, mon conseiller va t'aider, il va t'aider, il va t'aider. Même ça, on peut avoir un doctorat en Afrique et ne pas savoir comment se vendre. Vous comprenez? Et le mot, c'est tellement le temps passe. Ne pas savoir comment se vendre. Mais le mot se vendre, je vous le dis à vous, madame. Doit-on se vendre réellement? Vous arrivez en Afrique ou je ne sais pas, en Amérique latine. Vous n'allez pas vous vendre parce qu'on va vous dire, mais monsieur, vous êtes prétentieux. Madame, vous êtes prétentieuse. Déjà, venant d'un pays organisé, on vous voit avec un œil bizarre. Donc, vous venez vous vendre là, ça ne marche pas. Là. Vous devez même avoir l'air ridicule, tranquille, humble. Pour qu'on puisse vous accepter. Le mot se vendre, pour un Africain, c'est fort, ça. Savoir se vendre. Ben oui, il faut savoir se vendre parce que tu n'es pas seul dans le marché. Parce que l'emploi, on ne va pas te le donner. Ça veut dire quoi, ça, se vendre? Ben parce que tu n'es pas seul. C'est pas parce que tu es noir qu'on va te donner l'emploi. Il y a de multitudes de personnes qui ont déposé leur CV pour le même job, pour la même job. Si ce n'est pas une référence, ce n'est pas une agence de placement, même l'agence de placement fait des sélections. Donc, sur la base de ton document, si moi, quelqu'un veut décider dans un emploi, il va regarder le CV d'abord. Voir est-ce que ça m'intéresse, c'est quoi les compétences que cette personne a. C'est les compétences. Il faut définir ses compétences. Quand tu veux faire un boulot pour quelqu'un, moi, je me rappelle très bien, quand j'ai fait mon entrevue pour travailler en politique, au bureau d'un député à côté ici, je ne vais pas citer le nom de la circonscription, la question qu'on m'a posée, quand j'ai fait mon entretien, on dit, OK, Julien, moi, je suis comme, j'amène ma voiture chez un garage. J'aimerais que quand j'arrive, le garage, il regarde, il me dit quoi, c'est quoi? Il me le répare, je prends ma voiture et je pars. Nickel. Toi, en tant qu'attaché politique, qu'est-ce que tu veux m'apporter? Il faut répondre. En fait, on te demandait quelles sont les compétences nécessaires que tu as pour pouvoir faire ce travail-là. Pour faire ce travail. Et comment justifier d'ailleurs tes compétences? Comment justifier ces compétences alors que tu n'as jamais été attaché politique? Et nous avons dépassé le temps. Et qu'est-ce que vous avez envie de nous répondre? Ben, je lui ai répondu que si je suis là, c'est parce que j'ai fait quelque chose, c'est pour ça que je suis là. Que je vais l'enlever de toute la merde, mais après, on a eu de la merde. Madame Hernandez, il prend trop de temps. Je vais vous laisser conclure. Cette interview. Qu'est-ce que le grand public doit retenir, en gros, de cette interview? Bon, 2 choses. Que l'Institut ludopédagogique a des programmes pour
atteindre l'excellence dans l'apprentissage. Qu'on a des chercheurs, qu'on met à jour tous les jours nos programmes. Aujourd'hui, nous avons le programme Emotion Ergo Sum et les compétences du XXIe siècle qu'on est en train de donner aux grandes organisations comme Power Corporation, Group Investors, les conseils du patronat du Québec. Mais on ne va pas seulement du côté des entreprises, on est aussi avec les organismes communautaires. Tous les organismes communautaires, on est là pour eux aussi parce qu'on travaille aussi notre mission sociale. Mais pour maintenir notre mission sociale, il faut qu'on ait aussi de l'argent. Donc, comme on se finance seul, il faut qu'on fasse comme un équilibre financier qui nous permet de donner les services. Bien. Donc, nous, dernière chose que je vais vous dire, les compétences du XXIe siècle, j'ai fait une maîtrise en intelligence, innovation et transformation. Transformation numérique des organisations. Donc, on ne s'improvise pas. Nous, on est très studieux à l'Institut. Nous sommes des chercheurs. Moi, j'ai commencé comme directrice des opérations. Je n'étais pas appelée à faire de la recherche, mais j'ai fini par aller aussi à l'université, faire une maîtrise, et bientôt, je vais aller faire un doctorat. Donc, nous aimons ce que nous faisons. L'état de la question. Oui, nous aimons ce que nous faisons. Nous voulons faciliter l'apprentissage chez l'être humain. Et nous passons, comme je vous avais dit, par les sens. Le sens d'être est très important dans l'apprentissage. Si on ne trouve pas le sens de pourquoi on va apprendre quelque chose, c'est très difficile de s'accrocher. Bien, je vais vous dire merci. C'est déjà, on a dépassé largement le temps, mais c'était très agréable de vous avoir tous les deux. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci de votre invitation. Merci. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonsoir, bonjour, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Ce soir, comme vous le voyez, on a un concert absolument extraordinaire. Madame, monsieur, nous allons assister ce soir à un spectacle gospel. Des artistes gospel, ils sont un peu de partout. Quelques-uns nous viennent de Toronto, d'autres d'Ottawa et beaucoup plus de Montréal aussi. Alors, bougez pas, ça va causer. J'ai avec moi ce soir des personnalités, comme vous le voyez. Madame, hello, how are you doing? I'm fine, how are you? Pretty good, and you are? I'm Tamsin Clark. I am the leader of Perpetual Praise. We believe in keeping the young people in the church, and so we're raising funds for them so that they are able to go out and explore camping. We have this thing called Pathfinders, and it's for young people all over around the world, and we want to keep our young people in the church. So by doing this, we are doing a gospel concert in aid of their travels, and in the same time we're having fun. We just want to lift up praises onto our God Almighty, you know? Donc, comme ma maestra vient de mentionner, aujourd'hui, le but, c'est de faire une levée de fonds pour la jeunesse, pour les explorateurs, dans le fond, qui, à chaque année, organisent des activités. Ils vont en camping, ils font un peu de bénévolat. Donc, le but ici, c'est de lever des fonds pour les aider à faire leurs activités. The Pathfinders are young Seventh-day Adventists that I'd like to go out there and learn and pass on the gospel of the Lord, and we're here to support them. I enjoy the concert. Tammy and everybody else, they always sing well, and we always have a great time. Well,
some years ago, growing up in the islands as a little girl, I had a minister that one time I sang a song, and he gave me a $5 bill and say, sing the song again. So it's like he planted a seed, and from that seed, here I am today, giving God the glory and all the praise. My God! Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Jehovah, you are the most high. Tonight was unprecedented. The presence of God was truly in this house. We had a great time. We praised, we magnified the Lord. It was great. Push on through, yeah. Oh, with Him there is nothing I can't do. I can't do. I know I can push on through because of you. Hi, my name is Michelle Adams. I'm a recording artist. I reside in Toronto, but I am from Montreal, and this is my home church, LaSalle New Life. It was an honor to be here, to be able to support the young people, and I pray that you'll continue to, support us as we continue to give God praise and to support our young people and bring them up the way that we were brought up. So thank you all. There is something I can't do. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory. Yours is the name above all names. Oh, when I was young, I know you'll always be around. Lord, you've been so good. You had my back when no one would. You picked me up when I was down. I know you'll always be around. La, 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 la. There's no God. Like Timmy God, cause Timmy God, He might be number one. Everybody sing, there's no God, like my God, cause my God, He might be number one. There's no God, like my God, cause my God, He might be number one. Get down on my knees and pray. Me not go complain. Though the system not go my way, me not go complain. Where we gotta go? Work hard every night and me not go complain. There's going to be a meeting, there's going to be a board meeting, and people will like, we still not going to complain. Because it's going to get better. Amen. Listen, we would be hard-pressed to find a gathering that is as lit as this one. So, amen. Amen. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Nous sommes actuellement à Ville-la-Salle. Nous assistons à un grand concert, madame, messieurs, de gospel. Et actuellement, nous avons une tête d'affiche, une star de la musique, carrément. On l'a vu, vous l'avez vu. Dale Brown est avec nous. It's an honor to talk to you, to meet you. I would like you to introduce yourself to our viewers. Most of them are francophone, Québécois, Montréalais. They speak French. And I heard you speaking French earlier. I know just a little French. Bonjour.
I know bon sabah, I know s'il vous plaît, I know comme ci, comme ça. But my name is Dale Brown. I'm originally from Jamaica. I am here in Montreal and I enjoyed every lasting moment of my time here in Montreal. All the artists were amazing. Everyone that came up, we had different sounds that came out, different styles that came in, and the choir was amazing, the soloists was amazing, the small groups were amazing. I think we did a pretty decent job as well, so I'm just grateful to be in the presence of all these other amazing artists. It was not a beat was missed, and I thank God for praising him among the brethren. It was awesome. It was truly awesome. Bless you. I feel blessed that I came. I enjoyed it. Very uplifting. Very, very uplifting. Very nice. And very well talented by the young people. Oh, everybody's good. As long as you're praising the Lord, everybody's good. Belle soirée, un bel esprit. C'était une très belle soirée. Merci beaucoup. Wow, there's no words that can explain how wonderful it was. It was a blessing. So it's always a blessing to be able to unite with people to praise God. So it was a blessing. It was a great night of just praise and worship, and I can't wait for the next experience. I used to attend this church as a very young kid, and I was very inspired by Perpetual Praise. They're the reason why I kind of started singing from a very young age, so it's very nice to be back, and I can't wait for the next concert. That this was a very beautiful concert put together nicely, inspiring, and I'm happy to have come, and I can't wait to have another experience just the same. Donc j'ai participé à ce bel événement, cette soirée gospel avec la chorale Perpetual Praise, qui est vraiment une chorale remarquable. Mais c'est un grand plaisir d'être là ce soir. J'espère que vous avez apprécié ce concert. On a chanté de tout notre cœur, de toutes nos forces et avec beaucoup de conviction. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir vu ce soir. Et voilà, mesdames, messieurs, l'émission tire déjà à sa fin. Je vous dis pour ma part, grand merci au nom de toute l'équipe ici en Ringaka. Au revoir et gardez le sourire.